Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Zoé, comment ça va? Bonjour Nankeda, ça va et toi? Très bien. Je rappelle que tu es ingénieur depuis près de 9 ans, speakeuse à l'occasion de différents webinaires et conférences, et tu fais plein de trucs à côté, dont de la création de contenu pour ton entreprise. Alors, on avait enregistré un épisode l'année dernière sur l'écriture épicène, épisode d'ailleurs sur lequel j'avais eu pas mal de retours super positifs, donc pour nos éditeurs, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite vivement à aller le faire. Aujourd'hui, on est là pour parler du marché de la qualité en Nouvelle-Calédonie et de création de contenu. Parce que, comme je le disais précédemment, c'est aussi une de tes activités. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te représenter rapidement? Tout à fait. Donc comme tu disais, je suis dans la qualité depuis bientôt 9 ans maintenant et je travaille en Nouvelle-Calédonie en tant que consultante en qualité logicielle depuis bientôt 8 ans. Donc au sein de la société iTest qui est spécialisée dans le test logiciel sous plusieurs types de prestations différentes et puis on est une équipe d'une dizaine de personnes et on intervient sur des sujets assez variés qui touchent à la qualité logicielle, aussi bien sur des projets de test agile que sur des projets cycle en V plus classiques, sur de l'automatisation des tests, de la formation et toutes sortes de coachings différents qu'on propose ici. À des sociétés privées, tout comme à des administrations publiques. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Bon, on va parler de qualité dans quelques minutes, mais on a dit Nouvelle-Calédonie, on va parler de l'éléphant dans la pièce. Si on suit un petit peu l'actualité, on sait qu'il se passe beaucoup de choses ces dernières semaines sur le plan géopolitique. Toi qui vis là-bas depuis quelques années, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, très rapidement? Les événements de Nouvelle-Calédonie, effectivement, je pense, ne sont pas passés inaperçus. Les personnes qui écoutent cet épisode, je sais pas dans quelle époque vous vivez, mais si vous êtes dans le futur, peut-être ça vous intéressera moins. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour avoir les détails de ces événements, je vous redirige vers les sites d'actualité. Quoi qu'il en soit, toute l'équipe iTest est à ce jour en pleine sécurité et puis on peut continuer nos missions en télétravail pour la plupart et tout va bien de ce côté-là, quoi. Ok, bon, c'est le plus important. Oui. Alors, on reste du coup sur la Nouvelle-Calédonie, donc vis-à-vis du test, de ton métier, de notre secteur, comment est le marché? Est-ce que... alors, déjà, quelle a été la motivation qui t'a poussé à aller t'installer là-bas? Et puis ensuite, au niveau du boulot, comment ça s'est passé, ta recherche, est-ce que tu étais sur un marché qui était embryonnaire, en pleine maturité, enfin, bon, ça fait beaucoup de questions en une, mais enfin voilà, comment ça se passe un petit peu au niveau du marché? Alors, je suis arrivée en Nouvelle-Calédonie en 2016 et j'avais pris la décision de m'installer là-bas pour des raisons personnelles et je m'étais mis comme prérequis, il faut absolument que je trouve un travail là-bas avant de prendre mon billet d'avion. Okay. Et je m'étais renseignée, j'avais tapé 2-3 mots-clés sur Google et puis j'étais tombée sur le site d'iTest. Car iTest existe depuis 2014 et du coup j'ai contacté l'entreprise et puis on a pu faire un entretien et je suis venue sur le territoire après ça. Et par rapport au marché, ce que j'ai pu constater et ce qui a d'ailleurs été le constat qui a amené à la création d'iTest, c'est qu'il y avait
je sais pas si on peut dire un retard, mais en tout cas une différence de pratique avec la France métropolitaine. À savoir, il y avait encore peu d'automatisation de tests, c'était une pratique relativement peu connue. Le métier de QA était lui-même assez peu connu et les tests plutôt réalisés par des gens du métier à côté de leurs activités principales. Et iTest est venu un petit peu pour apporter cette pierre à l'édifice de montrer qu'il y a des manières d'industrialiser le test qui peuvent faire gagner du temps à tout le monde, qui peuvent faire gagner en efficacité, en qualité, et que voilà, tout ça a pu se mettre en place naturellement au fil des années. Donc quand je suis arrivée chez iTest, on était 4 personnes au total. Et avec un besoin d'évangélisation. Et alors que voilà, maintenant, quelques années plus tard, occupé toute l'année, on a pas mal de problématiques de synchroniser les agendas parce qu'il y a beaucoup de demandes sur ces sujets-là. Donc il y a quand même eu une belle évolution, je dirais, dans la maturation des pratiques de qualité logicielle en Nouvelle-Calédonie ces dernières années, qui s'est couplé avec un autre phénomène qui a été l'explosion des pratiques agiles sur le territoire. Donc ça, bien sûr, ça s'est traduit dans le fait qu'il y avait davantage de missions de tests agiles, et voilà, donc on a pu accompagner ça un petit peu de notre côté. Ok. Ça marche. Mais du coup, tu m'as pas répondu sur le pourquoi tu as décidé de t'installer en Nouvelle-Calédonie. Ah mince, oui, c'est des raisons perso. Sauf si c'est secret. Voilà. C'est pas secret, mais on entrerait trop dans des détails. Ok, bon, très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que t'as... non, d'abord, si, qu'est-ce qu'il y a comme compétence aujourd'hui, vu qu'on est sur un marché qui a vachement grandi en 10 ans, parce que tu avais dit 2014. Aujourd'hui, quelles sont les compétences les plus recherchées chez des testeurs? C'est dur d'avoir une vision d'ensemble, étant donné que chaque société va avoir ses propres besoins qu'on va connaître ou pas. Il y a des sociétés peut-être qui cherchent à recruter en interne, et là-dessus, j'ai pas forcément la vision. Après, ce que nous on nous demande souvent, c'est on prend contact avec nous pour dire on voudrait de l'automatisation. Et à ce moment-là, mais ça se comprend, ça fait rêver. Il y a pas mal enfin, je veux pas dire du mal de l'automatisation, bien au contraire. Mais souvent, ce dont on se rend compte, c'est que il y a un besoin un peu plus global avant de se dire on va automatiser, de étudier les pratiques de test dans cette organisation, voir ce qui peut être harmonisé, amélioré, et puis l'automatisation des tests va bien sûr arriver, mais au terme d'une analyse un peu plus approfondie. Donc je dirais oui, voilà, c'est l'automatisation, c'est une compétence qui va être emblématique dans la recherche, en tout cas de prestataires tests logiciels ici. Ok, donc en définitive comme en métropole, quoi. On est sur les mêmes. Okay. J'ai beaucoup de mal à faire de comparatifs avec la métropole puisque ça fait longtemps que je suis partie maintenant. Ouais. Donc avant j'aurais pu dire oui peut-être, mais là je sais pas. Bon, je te confirme que c'est un petit peu ça. Mais justement, alors, avant de partir, tu travaillais ici dans la qualité. Donc, effectivement, il y a eu quelques années entre-temps, mais qu'est-ce que tu as noté quand tu es arrivé à l'époque? Qu'est-ce que tu as noté comme différence sur le marché de l'emploi, mais peut-être forcément dans la culture, mais dans la manière de travailler. Est-ce que, en définitive, ça t'a pas tant changé que ça, ou est-ce qu'il y a des trucs où tu t'es dit ok, donc ça faut que je le réapprenne de zéro parce que on procède différemment ici? Eh bien, ce que j'ai pu constater en Nouvelle-Calédonie, alors j'ai travaillé en France dans le test pendant 1 an seulement avant de venir, et j'étais chez l'éditeur.
Donc Ok. c'était un peu différent. Maintenant, je suis consultante. Et ce que j'ai pu voir au niveau de la culture de travail, c'est plutôt des choses qui penchent en la faveur de la Nouvelle-Calédonie parce que j'ai pu voir que les gens étaient beaucoup plus accessibles que ce que j'ai pu constater en métropole. Beaucoup plus facile de parler avec des décisionnaires notamment, beaucoup moins de freins là-dessus. Aussi une culture de travail très saine, je dirais, car il y a une notion vraiment de soin de l'équilibre vie privée et vie pro. Il n'y a pas du tout de culture du comment dire. Le mot qui me vient, c'est présentialisme, mais c'est pas du tout ça. Bah, écoute, on peut dire ça. Le télétravail, le présentiel, si. Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais que la culture de faire des gros horaires pour impressionner et dire ah, moi je travaille de ouf, ça on n'a pas ça ici, vraiment pas. C'est même les collègues vont s'inquiéter s'ils voient que ben voilà on fait des gros horaires, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas. Bon, il y a pas du tout cette notion d'héroïsme due à de gros horaires. Alors, les personnes sont valorisées beaucoup plus sur la performance de leur travail que sur cet aspect. Okay. Aussi, ce que je peux remarquer, c'est alors peut-être qu'il y a ça dans certaines entreprises en métropole, c'est très possible, mais du fait que on est sur une île et que l'accès aux ressources humaines très pointues est rendu un peu difficile de ce fait. Avoir beaucoup de compétences et switcher d'une compétence à l'autre et mettre à profit une diversité de compétences est vraiment mis en avant. Okay. Ce qui permet aussi, dans certains cas, d'avoir des parcours beaucoup plus rapides d'évolution de carrière. Okay. Et des carrières qui sont globalement plus diversifiées dans ce qu'on peut faire au quotidien. Et personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Toucher à tout et voir plusieurs aspects d'une même activité, quoi. Okay. Ce qui m'a d'ailleurs mené à la création de contenu, parce que typiquement chez iTest, on n'a pas de fonction support, fonction commerciale, fonction marketing, fonction recrutement. C'est des activités qui en fait sont dispatchées entre les différentes personnes qui ont un rôle principal d'aller faire du contenu. Ok, d'accord. Alors bon, tu parles de création de contenu, ça tombe bien. Bon, on a déjà une partie de la réponse, mais qu'est-ce qui, toi, vraiment, t'a motivé pour que tu te dises, ok, je vais prendre ces initiatives-là, parce que il y a un besoin au sein de mon entreprise. Donc pardon, parce que on va peut-être rappeler ce qu'on appelle création de contenu ici dans le cadre dans le cadre de nos métiers, dans le cadre du test. Bon, là en l'occurrence, moi c'est très évident, j'ai créé un podcast. Toi, comment est-ce que tu définis ta création de contenu? Qu'est-ce que tu fais? Bon, je vais pas dire, parce que je sais déjà, mais je vais pas le dire. Je te laisse le dire. Les supports que j'utilise se sont beaucoup diversifiés au fil du temps. J'ai démarré la création de contenu sur le blog iTest, qui a été lancé début 2017. Et avec des collègues, l'idée à ce moment-là, c'était bon ben on fait de la veille, on apprend des choses, c'est super. On va faire un blog interne. Donc on a fait un blog interne. Du coup, ben on était 4 à le lire, c'était bien. Et rapidement, on s'est dit mais en fait, pourquoi on n'aurait pas un blog externe en fait on écrit pour nous, mais on fait lire notre veille à d'autres gens. Donc c'est ce qu'on a fait. Et petit à petit, on écrivait des articles. Après, on a pris l'habitude de diffuser ces articles sur LinkedIn. Et du coup, on a pu commencer à prendre des contacts avec des personnes, discuter. Ça a étoffé notre veille en fait parce que ça a multiplié les interactions avec d'autres gens. Okay. Ensuite, on a lancé une chaîne YouTube qui est très irrégulièrement approvisionnée en nouvelles vidéos. C'est vraiment quelque chose de très annexe.
c'est en fonction, des fois, si on fait un webinar ou autre, on va mettre le contenu ici. À un moment donné, on avait une newsletter qu'on ne fait plus. Mais voilà, bien touché à pas mal de choses différentes. En termes de contenu aussi, on a commencé à faire assez rapidement des ateliers avec en présentiel du coup avec des personnes qui venaient faire des jeux autour de la qualité logicielle pour se sensibiliser à tel ou tel aspect. Donc des ateliers qui pouvaient donner lieu aussi bien à des articles de blog qui expliquent comment refaire cet atelier chez soi, ou alors des mini-conférences qu'on donnait chez nous et que on a pu mettre ensuite en ligne. Et ensuite, avec le Covid, ça a été un peu un game changer parce que là où avant il y avait quand même pas mal de conférences qui existaient, là il y a eu l'essor vraiment des webinars. Ouais. Et des webinars du coup qui nous permettaient à nous de prendre part à ces événements. Et ça a été quelque chose qui nous a permis aussi de créer du contenu. Alors bien sûr c'était pas nous qui publiions les vidéos au final, mais ça nous a permis d'avoir un nouveau canal aussi pour partager des idées sur le test. Ok. Et t'as l'impression que ça a un gros, enfin du coup post-Covid, que ça a eu un gros impact sur la visibilité d'iTest, que vous avez plus de demandes entrantes côté pro, en termes de candidats, ou pas tant que ça? Je dirais que la création de contenu au global a augmenté notre succès en termes de recrutement. Okay. On s'est déjà retrouvé récemment une histoire assez drôle. Une personne qui suivait une formation de test logiciel dans le cadre d'une reconversion. Oui. Et la personne qui est formée a donné une liste à la fin d'entreprises qui recrutent. Okay. Et lui, il a envoyé des mails à toutes ces entreprises-là. Okay. Et moi, j'ai répondu ouais, c'est super intéressant. D'accord, prenons contact, etc. Est-ce que vous avez bien vu qu'on est en Nouvelle-Calédonie? Ouais. Et il a dit oui. Ah, il avait vu. Ok. En fait, il n'avait pas vu. Ah. Au moment où il m'a répondu oui, il n'avait pas vu. Mais il a réfléchi et il s'est dit qu'il allait venir quand même. Ça, je l'ai su après quand on l'ait recruté, l'histoire. Ah oui, donc du coup, vous l'avez pris. Ah oui, il est là maintenant, il est sur le génial. Un recrutement très très réussi. Mais voilà. Et donc, pourquoi notre entreprise a été citée dans cette formation? Je pense que c'est parce qu'on s'est fait connaître par des contenus, par le blog notamment. Il y a des personnes qui nous disent de temps en temps ah, j'ai cité tel ou tel billet de blog dans ma formation. Ça fait super plaisir. Et aussi, il y a des retombées derrière sur le recrutement. Donc, c'est tout bénef, quoi. C'est super clair pour nous. Non, franchement, c'est super important, c'est fou parce que, bon, je pense que 70% des entreprises le savent aujourd'hui que la création de contenu est clé et que de toute façon, pour ressortir dans les résultats de recherche, il faut être présent. Mais il y a encore une petite partie des entreprises qui ne le font pas. C'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à comprendre aujourd'hui en 2024. Après, il y a peut-être la peur de trop se mettre en avant et puis on sait pas ce que ça va donner. Mais tu vois, d'un point de vue business, il y a tout à y gagner, quoi. Donc des entreprises qui ne sont pas visibles, disponibles en ligne, parce que il y a la visibilité d'avoir sa page Google, etc. Mais il y a aussi continuer à alimenter ça, pouvoir remonter dans les résultats de recherche. Il n'y a pas énormément d'entrepreneurs. Il y a quand même une partie des entreprises qui ne le font pas, tu vois. Peut-être par manque de temps, peut-être par manque d'argent, peut-être parce qu'on n'a pas les personnes qui ont les compétences pour le faire, mais je sais pas. Ça me paraît curieux. Ça me paraît curieux aussi, en même temps, je pense que ça dépend beaucoup de l'engouement d'individus en particulier. Ouais. Je pense par exemple,
Mister Suricat, c'est une entreprise qui produit pas mal de contenu. Oui. Et pour autant, quand je pense Mister Suricat, je pense à Michael Granier. Et tout de suite, j'ai le lien qui se fait. La personnification directement, ouais. Voilà, et bon, alors à tort ou à raison, hein, bien sûr, mais le fait qu'il y ait des personnes emblématiques derrière certaines entreprises, ça me paraît inévitable parce que finalement, on écrit rarement un billet de blog en tant qu'entreprise. Ça va être peut-être une personne qui va prendre la plume et se dire voilà, j'ai envie de dire ça, il y a ça qui m'inspire, etc. Et du coup, naturellement, va repartager le contenu de l'entreprise pour faire connaître son petit bébé, son petit billet de blog. Et c'est un peu comme ça, je pense que les gens se font identifier là-dessus. Donc, par exemple, à un moment donné, quand Marc Shaheen était chez Altran, Feu Altran, je crois que ça a changé de nom depuis bien longtemps d'ailleurs. Enfin, Sogeti, Capgemini. Il y a plus du tout Altran, c'est ça? Ah si, il y a encore Altran, mais ça a été fusionné avec Sogeti. T'as plusieurs branches maintenant. Mais si, t'as encore des gens qui sont Altran. Mais beaucoup moins qu'avant. Okay. Quand je voyais un contenu d'Altran, tout de suite, je pensais Marc Shaheen, quoi. Alors que je l'avais jamais vu en vrai à l'époque. Donc, ouais. Ok. Ah, c'est intéressant. Ah, pour le coup, moi, je le vois pas du tout comme ça. Peut-être un point de désaccord. Alors oui, tu vois, la personnification, c'est ce qui va faire adhérer les gens au final à une personnalité, à une manière de narration, enfin. Mais tu vois, quand je me représente une entreprise, si on reste sur des grosses ESN, derrière Sogeti, je vais pas voir quelqu'un. Tu vois, si je vois un post d'une entreprise, là, il y a des vidéos qui tournent en ce moment d'X-Ray, enfin de Jira, X-Ray qui fait d'Atlassian, qui fait de la pub pour X-Ray, avec tu sais une salle où t'as des devs et des QA qui sont en session de thérapie, disons. Donc on voit bien qu'il y a des gens derrière, mais tu vois, je me dis c'est une pub pour X-Ray. Je pense à l'entreprise, tu vois. Alors que je connais personne qui fait de la création de contenu exprès pour l'entreprise, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire et je pense que c'est beaucoup lié à la taille de l'entreprise et à ses moyens. Parce que peut-être que pour le coup, bon alors je parlais d'Altran tout à l'heure, je pense qu'Altran a une cellule communication quand même très très développée. Peut-être c'est dû vraiment à mon expérience personnelle d'avoir associé les deux, mais pour une petite start-up dont on connaît un peu qui est dedans, je pense que ce lien de personnification se fait davantage peut-être que pour les grands groupes qui vont avoir les moyens de faire des grosses vidéos, des choses élaborées beaucoup plus. Ouais, complètement. Ok. Et dans ton parcours de création de contenu pro, est-ce que tu as rencontré des difficultés en termes de d'idées, tu vois, parce que on est quand même sur un secteur, un marché de niche, pas énormément connu du grand public, même si ça a tendance à se démocratiser. Comment tu fais pour trouver des idées en continu pour que, tu vois, continuer à alimenter tout ça? Est-ce que tu as des moments où tu as des angoisses de la page blanche ou pas du tout, où tu trouves l'inspiration un peu partout? Pour le moment, j'ai pas eu l'angoisse de la page blanche. J'ai l'impression que ça fait plus une ramification. Ok. J'écris sur un truc et après je me dis ah mais oui mais je devrais écrire aussi là-dessus, là-dessus et là-dessus. Et à chaque fois c'est ça et je me retrouve avec une liste de sujets à traiter. Et j'ai vraiment un fichier où j'ai idée de post et tac 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 tac. Et des fois, je me relis, je comprends pas du tout là où je voulais en venir. Mais aussi, il y a beaucoup de contenus qui viennent en lisant d'autres choses et ça fait un effet boule de neige, je dirais. On va lire quelque chose, on va être d'accord, pas d'accord, on va avoir envie de l'étoffer, de faire une variation.
voilà, c'est sans fin, je dirais, et je me sens d'autant plus dans une dynamique de créativité que je trouve qu'il y a quand même encore peu de contenu sur le test logiciel francophone. Après, il y en a beaucoup plus qu'avant, mais je pense que je suis très gourmande et si je pouvais lire des bouquins sur le test, je ferais ça tout le temps. Donc j'en lis, mais j'ai l'impression qu'il en sort pas aussi souvent que ce que je voudrais, et j'aimerais voir beaucoup plus de gens différents créer du contenu. Enfin, des fois même des gens que je connais, que je trouve super intéressants, qui bossent dans le test, et je me dis pourquoi cette personne n'écrit pas un blog, c'est passionnant ce qu'elle raconte. Enfin bon. Voilà, après, les gens veulent ou non créer du contenu, ça leur appartient très bien, mais toutes les personnes qui ont envie de le faire et qui n'osent pas le faire, oh là là, mais allez-y, quoi. Bah, tu vois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, parce que c'est quand même te mettre un petit peu en avant, même si, tu vois, derrière un blog, il n'y a pas du tout besoin de mettre ta tête. À partir du moment où il y a ton nom qui est écrit, même si tu peux utiliser un pseudo, à partir du moment où il y a ton nom qui est écrit quelque part, tu sais, tout de suite, ça fait vachement peur, parce que tu vas avoir des critiques, des gens qui seront pas d'accord avec toi, qui auront une autre vision, et c'est quelque chose moi je sais que c'est ce qui m'a retenu pendant très longtemps, créer plus de choses. On va commencer à le faire relativement tôt, mais tu vois, je peux comprendre ce truc de t'as pas spécialement envie que derrière, te prendre des bâches derrière, quoi, parce que c'est frustrant, parce que t'y as mis du cœur, parce que t'as laissé parler ta créativité, et puis en définitive tu dis bah à quoi bon, tu vois. Je peux comprendre ce truc là, et puis si tu le sais très bien, c'est beaucoup de temps. C'est plus de travail. Bah, je le comprends, et pour le coup, la chance que j'ai eue à ce moment-là, c'était que donc en 2017, j'avais un an et demi d'expérience de test, et je me sentais pas méga légitime de prendre la parole. Mais c'est le blog iTest. Ouais. Sur aucun des blogs iTest, je mets ma petite signature de Zoétivé. Oui. Et à l'époque, c'est quelque chose qui m'a donné de la confiance. Donc, bien sûr, je suis pas la seule à écrire sur le blog. Mais le fait que on écrit un article, on se fait relire par les collègues, bah déjà ça nous conforte dans l'idée, bah on va publier un article en tant qu'entreprise. Pas forcément tout le monde l'a relu, mais en tout cas il y a un consensus qui a été trouvé à un moment donné. On le publie. Bon, ça nous est déjà arrivé d'avoir, mais vraiment, il se compte sur le doigt d'une main, des retours négatifs sur tel ou tel article. Je me souviens, le pire vraiment qui m'avait marqué, c'était un article où j'avais utilisé pour l'image d'illustration un générateur de faux tapis médiéval. Okay. Et j'avais pas cité le générateur. J'avais juste mis l'image que j'avais générée, mais j'avais pas cité le générateur. Et là, paf, un commentaire. Oh là là, ça aurait été la moindre des choses de mettre le nom du générateur. Et effectivement, mais à culpa, voilà, c'était un commentaire pas content qu'on a eu. Après, les gens sont plutôt bienveillants de manière générale dans notre communauté, je trouve. Oui. C'est une communauté où on a globalement le droit à l'erreur. Si on dit une bêtise, bah, c'est possible que quelqu'un nous fasse une rectification, ou de toute façon c'est possible que même si on dit pas une bêtise, quelqu'un sera pas d'accord avec nous, aura un point de vue différent. Mais tout à fait. J'ai pas vu de clash en fait dans notre communauté. Sur LinkedIn en tout cas, j'ai pas vu de clash ou dans le commentaire de tel ou tel blog. Voilà, c'est plutôt peace and love, hein, la communauté du test. Je sais pas ton avis là-dessus. Si, non, je suis d'accord. C'est plutôt les gens restent bienveillants, et surtout l'objectif est d'être constructif. Tu vois que en fait déjà les gens qui publient et les gens qui commentent sont dans une démarche très constructive.
Tu vois, si t'as 2 points de divergence, chacun va prendre le temps d'expliquer. Non, enfin moi, compte tenu de mon expérience, voilà ce que je vois, voilà ce que je pense, et voilà l'impact que ça a sur mon quotidien en tant que testeur, quoi. Non, ça c'est clair et net. J'ai juste eu une expérience une fois où j'avais trouvé ça très ça sentait un petit peu le genre de personne qui met des commentaires négatifs pour avoir de la visibilité et puis faire un petit peu de buzz, tu vois. Je l'ai senti comme ça. C'était à la suite de mon épisode avec Jérémy donc l'année dernière et qui était sur le BDD. Et bon, je publie le truc et là t'as un mec qui publie, qui dit j'ai écouté cet épisode, je l'ai trouvé très vide de sens. On a un invité qui parle de BDD alors que il a jamais appliqué concrètement. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et puis, je me suis dit, mais c'est quand même vachement culotté, tu vois, de venir dire quelque chose comme ça. Mais ouais. Et après coup, je lui ai dit. Ok, je pouvais comprendre qu'on soit pas spécialement d'accord, mais dans ce cas-là, qu'il vienne donner son avis aussi, tu vois, parce que c'est vraiment le côté, c'est vide de sens. Je me dis, attends, t'as quand même des gens qui se lèvent un beau matin, qui, tu sais, proposent quand même quelque chose, fais un retour constructif, fais pas un retour comme ça. Et puis au final, je me suis dit que j'allais l'inviter, et en définitive, je l'ai pas fait parce que, tu vois, ce sentiment-là que j'avais de, en fait. Quelqu'un qui a juste envie de faire du buzz et puis avoir de la visibilité, bah j'allais pas lui laisser ma plateforme, quoi. C'était voilà. Mais oui, enfin pour résumer, effectivement, c'est vrai qu'on a quand même une communauté qui est très bienveillante, constructive et surtout aidante, quoi. C'est vraiment l'image que j'ai aujourd'hui. Je pense que ça c'est lié à 2 choses. Premièrement, le fait que justement peut-être des fois on se sent un petit peu isolé dans nos entreprises parce que on n'est pas forcément des grosses équipes de test. Donc on a besoin des fois d'aller voir les uns les autres en dehors de nos contextes. Et du coup, autant cultiver une bonne ambiance. Ouais. Premièrement. Et deuxièmement, je pense que c'est dû à la diversité des profils de manière générale dans le test logiciel. Il y a énormément de gens qui sont issus de reconversion. Oui. Et dans ce contexte-là, diversité de points de vue égale besoin de faire des pas les uns vers les autres et d'essayer de se comprendre au mieux, quoi. C'est clair. C'est clair. Alors, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi, à quelqu'un qui se sent un peu l'esprit créatif, qui a des idées de temps en temps pour créer quelque chose, mais qui sait pas trop comment s'y prendre, quoi faire, que ce soit, tu vois, personnellement, pour des sujets personnels, ou pour des sujets pro. Pour les sujets du test, je dirais que si la personne a envie d'essayer vraiment, de faire un premier test, peut-être se rapprocher de structures déjà existantes pour prendre la parole au sein de quelque chose qui existe déjà et voir si ça lui plaît. Je pense notamment à la Taverne du Testeur, qui compte énormément d'articles d'invités. Et c'est une bonne manière, à mon avis, de faire ses premiers pas. Chez iTest aussi, sur le blog, il y a quelques articles invités. Et je pense que ça doit exister dans d'autres blogs également. Au format podcast, je ne vais pas faire un dessin à qui que ce soit, mais j'ai une petite idée en tête. Après, ça dépend, hein, si une personne est plus à l'aise avec l'oralité ou l'écrit ou même la vidéo, il y a pas mal de choses qui sont possibles. Je trouve qu'il manque cruellement de BD dans le monde du test logiciel. Je rêve de BD qui parlent de test logiciel. Donc, il y en a eu quelques-unes, hein, quand même, qui sont d'ailleurs trouvables sur la Taverne du Testeur et peut-être qu'il en existe ailleurs aussi. Je rêve d'une communauté de mèmes sur le test logiciel, qu'on rigole aussi sur des choses un complètement d'accord avec ça. Légères comme ça. Il y a beaucoup de choses à faire et je sais pas même, mais sky is the limit, des chansons sur le test logiciel, mais peu importe quoi. Et en fait, toutes ces choses-là, alors bon, on pense à la création de contenu, on se dit
Ah, c'est bon pour les entreprises, pour trouver des prospects, pour recruter, c'est très bien. C'est bon pour les personnes, pour trouver des nouvelles opportunités professionnelles. C'est bon pour un tas de choses. Mais il y a quelque chose aussi qui vient par-dessus tout ça, c'est que ça crée une culture. On crée une culture du test logiciel qui fait qu'il y a un sentiment d'appartenance qui peut se cultiver au fil du temps. Et ça, c'est quelque chose, qui améliore l'expérience globale qu'on peut avoir dans sa carrière de QA. Complètement, c'est clair. Ça c'est, tu vois, je pense que c'est un peu le postulat de base de, ça s'appelle pas le soft power, mais on est sur des métiers qui sont pas visibles. Parce que effectivement, comme tu le dis, bah la culture, en fait, on peut pas la toucher du doigt. Elle est, on sait pas que c'est là. Personne, ou en tout cas pas grand monde, ne fait quelque chose pour mettre ça en avant. Les quelques grosses entreprises qui en parlent, bon, elles sont connues, mais en final, ça se retrouve noyé dans plein de trucs. Il n'y a pas d'empreinte particulière qui est laissée, ou alors bon, c'est un peu confidentiel. Et c'est vrai que ouais, ça manque de ça. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Vraiment, pour pousser ce côté un peu culturel, il y a ouais des gens qui soient un peu plus investis là-dedans. Je pensais à une discussion que j'avais eue avec, je crois qu'il s'appelle Christophe, j'ai un doute, que j'avais croisé à un meet-up et qui m'avait dit, mais tu sais, le truc de créer quelque chose en plus, en fait, moi, quand je pars du boulot, ça y est, j'ai fini mon boulot, j'arrête de penser au boulot, et puis, donc, m'intéresser à tout ce qui est autour du test logiciel après mes heures de travail, non, ça me fatigue, j'ai juste envie de penser à autre chose. Ce que je peux totalement comprendre. Un chef cuisinier, quand il rentre chez lui, il n'a pas envie de cuisiner. Il a fait ça toute la journée. Donc, c'est complètement quelque chose que je peux comprendre, mais si on n'a pas des gens de la communauté qui s'engagent là-dedans un petit peu plus, bah, on va rester en fait sur une visibilité qui est moindre. En parallèle, tu vois, si on met le marketing, la communication, aujourd'hui, c'est des secteurs qui sont bouchés, saturés, mais le cœur de leur métier, c'est justement de communiquer. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font là-dedans. Et bah, par défaut, en fait, ça va attirer énormément de monde. Mais bon, voilà, faut de la dédication, comme on dit en anglais. Tout à fait, et je comprends qu'il y ait des gens qui veuillent pas ni produire du contenu sur le test en dehors de leurs heures de travail, ni en consommer. Peut-être que en tant qu'entreprise, ça peut être intéressant de communiquer auprès de ses salariés pour dire ben non, on vous encourage sur vos heures de travail. Bien sûr, ça va pas être la priorité absolue, mais de se tenir à jour, de faire de la veille, de produire du contenu si ça leur fait plaisir, si vraiment ça les botte, quoi, parce que y a rien de pire que de se sentir contraint à faire du contenu, contraint par soi-même ou par qui que ce soit d'autre. C'est clair. Donc voilà, et ça permet éventuellement, je pense, de fidéliser certaines personnes dans une entreprise parce que je pense que c'est quelque chose de différenciant. Une entreprise qui te permet de créer du contenu et de t'épanouir dans cette activité, c'est pas toutes qui proposent ça, à mon avis. C'est clair. Puis ça rentre dans le côté un peu, tu vois, image de marque. Oui. Une entreprise qui donnerait la possibilité à ses salariés d'avoir un temps dédié à tout ce côté créativité, ça va vraiment contribuer au soft power de cette entreprise-là parce qu'on va la voir comme ayant un atout supplémentaire. Et puis oui, qui a une méthode de communication un petit peu différenciante, avec des trucs qui viennent de l'intérieur. Plutôt que si c'est quelque chose qui est fait par une agence externe ou autre. Mais oui, ce serait vraiment hyper positif, quoi.
Et puis c'est gagnant à plein de niveaux. Donc premièrement, bon bah si la personne aime faire ça, ça va la fidéliser éventuellement. L'entreprise gagne un contenu, donc éventuellement de la visibilité, mais aussi la personne s'enrichit de cette expérience dans le sens où au moment où on explique quelque chose, que ce soit par écrit ou autrement, on ancre cette connaissance beaucoup plus. Tout à fait. Et puis, si par la suite on oublie un petit peu de quoi en parler, on revient à notre propre contenu qu'on a écrit nous-mêmes. Donc, il y a qui mieux que nous peut comprendre ce qu'on a écrit. C'est vraiment gagnant à énormément de niveaux. C'est clair. Non, c'est clair. Donc bon, si on a des décideurs qui sont dans des entreprises qui nous écoutent ou des créatifs, en tout cas, bah écoutez, n'hésitez pas, hein, ouvrez les vannes, allez-y. Je pense que il y a un besoin vraiment. C'est hyper important et voilà. Et voilà. Alors, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené? Je vais regarder mon petit post-it. J'ai fait un peu. Bah oui, il y a quelque chose que j'aimerais bien mettre en avant et pour ça je voudrais remercier deux créatrices de contenu que j'ai connues assez tôt, à savoir Janet Gregory et Lisa Crispin, qui sont deux testeuses qui ont écrit pas mal de bouquins sur le test agile notamment. Et le fait de voir leur contenu, donc leurs bouquins, mais aussi certains talks, m'a beaucoup inspiré, je pense, au début de ma carrière, et je pense que inconsciemment, le fait de voir des personnes avec qui je pouvais m'identifier, ça m'a donné, cette impression que bah oui, c'était permis, c'était autorisé de prendre la parole et que c'était bon, je dis pas que je m'identifie à elle dans le sens où je suis aussi qualifiée ou compétente qu'elle, mais de voir des femmes prendre la parole d'une manière aussi compétente, ça m'a donné un peu des rôles modèles qui m'ont fait du bien à l'époque, et je continue de beaucoup apprécier leur travail, et du coup le fait de prendre la parole où qu'on soit, je pense que ça a aussi ce bénéfice de permettre à d'autres personnes qui nous considèrent comme familières de peut-être s'identifier à nous et se dire ah bon bah si lui ou elle le fait, peut-être moi aussi je pourrais le faire, me lancer. Je vais prendre un axe différent, un ton différent, comme ci, comme ça. Et le fait d'avoir vraiment une diversité de voix va encourager, je pense, encore plus de diversité. On sait l'importance de la représentativité et l'impact que ça peut avoir de voir effectivement des personnes comme soi en train de faire quelque chose. Ça ouvre beaucoup plus de portes. Donc, alors, tu peux redonner leur nom? Janet Gregory et Lisa Crispin. Janet Gregory et Lisa Crispin, très bien. Bon, je mettrai des liens ressources dans tous les cas dans les infos de l'épisode. Ok, bon. Zoé, est-ce que tu as une dernière question pour moi? Une question pour toi. J'en avais posé la dernière fois et j'en ai toujours. Qu'est-ce qui t'inspire en ce moment? Voilà. La météo. Je t'avoue que j'ai envie de dire des pavés sur la météo. Mais plus sérieusement, honnêtement, je ne saurais pas te répondre. Je passe pas mal de temps sur TikTok. Ce qui est très mauvais, mais au niveau de la communauté dev, il y a beaucoup de choses qui se font, tu vois. Tu vois justement des jeunes, je dis jeunes, plus jeunes que moi en tout cas, qui entrent dans la vie active et donc qui sont dans la tech et qui créent des choses et qui font en sorte que tu vois les choses d'une manière différente. Là dernièrement, je suis tombée sur une vidéo où il y avait un jeune homme qui expliquait qu'il y avait vraiment deux visions aujourd'hui entre les développeurs.
justement ceux plus jeunes qui sortent d'école et qui ont ce côté, on construit des choses en s'aidant de l'IA, en faisant très très attention à la partie visuelle, tu sais, un peu UX, web développement. On connaît pas bien toutes les technos, on veut juste en maîtriser une super bien, et puis derrière tu vois la faire grandir. Et puis t'as la vision des devs plus ancienne génération qui sont vraiment dans ce truc où faut maîtriser les technos, c'est super important, faut rester sur certains frameworks, c'est super important, tu vois. Donc c'est tout ça, ça bouillonne, et je trouve ça hyper intéressant que derrière t'aies autant de créativité sur une plateforme comme TikTok, qui, bon, il y a des choses positives, il y a des choses très négatives aussi, mais si on parle juste de la partie créativité, c'est ultra inspirant en fait, parce que encore une fois, t'as de la représentativité, tu vas avoir des gens de tout genre, de toutes origines, qui vont créer des choses, et toi derrière, tu peux en récupérer quelques idées, tu vois, souvent avec beaucoup d'humour. Donc ça touche tout le monde, donc voilà. Donc ouais, pour répondre à ta question, je pense que j'ai un peu d'inspiration de TikTok en ce moment, mais de l'inspiration, oui, j'en trouve un petit peu partout, quoi. Donc une situation au travail, une situation en famille, voilà. C'est intéressant. Est-ce que donc là tu parlais des personnes plus dans le développement qui font des trucs sur TikTok. Ouais. Bon, moi je n'ai pas TikTok, hein, je me suis interdit d'installer cette appli. Je m'en félicite tous les jours. Mais je me pose parfois des questions sur ce qui se passe dessus. Je regarde des fois les gens sur cette plateforme, enfin qui l'utilisent. Et du coup, il y a des Q&A sur TikTok ou pas? Est-ce qu'il y a du contenu de Q&A? Ouais, il y en a. Côté anglophone, il y en a. Alors côté francophone, non. Écoute, je n'ai vu que ma tête à créer du contenu là-dessus. Et côté anglophone, oui, il y en a. Et pareil, toujours avec un peu d'humour, une situation donnée. Puis il y a un QA qui va trouver un bug, et là, ça va être cataclysme pas possible, tu vas voir les gens qui sont déprimés, etc. Tu vois, t'as vachement la culture du mème qui revient, tu vois, là-dessus. Donc oui, il y en a pas énormément, mais oui, il y en a. Ok. Bon, bah voilà, une autre perche qu'on peut tendre aux personnes qui nous écoutent. C'est clair. Et puis c'est plus facile. Donc une vidéo de 15 secondes, même si ça peut nécessiter beaucoup de travail, mais c'est plus facile en termes de barrière à l'entrée, quoi. Okay. Voilà. Bon, eh bien, Zoé, merci beaucoup encore une fois pour cet épisode que tu as suggéré d'ailleurs. Oui. Très très bonne idée. Merci beaucoup à toi. Très très bonne idée, c'était très sympa cette petite discussion, et puis j'espère qu'on aura inspiré des personnes à se lancer. Et puis, bon, on le saura de toute façon. Yes. Allez-y, tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Si cet épisode vous a plu, vous me feriez super plaisir en envoyant à 1, 2 ou 3 personnes intéressées par le sujet. Le bouche à oreille est la meilleure manière de faire connaître un podcast, surtout si le contenu vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast pour être au courant de la mise en ligne du dernier épisode. On se retrouve dans 15 jours, et d'ici là, portez-vous bien.